L'élément qui m'a transformé, c'est une addiction à la cocaïne, à une consommation répétée sur 6 ou 7 années de cette substance. Il y avait d'autres drogues, le tabac, la nicotine, l'alcool et de temps à autre des molécules comme la MDMA qui sont des produits à l'heure actuelle qu'on trouve malheureusement assez facilement. Mais mon problème à moi, ça a été l'addiction à la cocaïne, addiction au sens strict du terme, c'est-à-dire d'avoir ma vie qui tournait autour du produit et d'avoir ce produit et l'envie de consommer en permanence en tête dans mon quotidien. Alors la première fois que j'ai consommé de la cocaïne, c'était à une soirée. J'organisais beaucoup de soirées quand j'avais 17-18 ans et après une rupture difficile où je me retrouve dans un état émotionnel catastrophique, eh bien tout ça cumulé avec, je le comprendrai seulement plus tard, mais avec l'environnement familial, le stress, l'angoisse, ce déséquilibre que j'avais, fait qu'à ce moment-là, le cumul de tout devient insupportable à gérer. Je sortais pratiquement tous les week-ends et je buvais de l'alcool, mais c'était pas pire que d'autres personnes qui sortent tous les week-ends et qui boivent de l'alcool et qui n'ont pas un problème avec l'alcool. Et par contre, à ce moment-là, je savais que les drogues existaient, mais j'étais pas très en contact avec. Mais je me suis dit, il y a un potentiel de me faire aller ailleurs, de me faire changer mon esprit et de m'évader un petit peu. Et c'est pour cette raison-là que j'en demande la première fois à quelqu'un qui était dans mon entourage lorsque j'organisais ces soirées-là. Alors, avant d'en prendre la première fois, je ne connaissais pas spécialement les effets. J'en avais déjà entendu parler, mais j'étais pas très éduqué sur le sujet. Tout ce que je savais, c'est que les mecs qui en prenaient avaient l'air de dire que c'était cool, quoi. Ils avaient l'air de passer des bons moments sous substance. Et ouais, ça avait l'air cool. Et moi, quand j'en ai pris, c'était à la fois en même temps un peu pour essayer, mais aussi pour déjà être dans une condition différente que la réalité que je vivais d'un point de vue émotionnel. Alors les premières fois que j'en prends, c'est assez paradoxal parce que je ne ressens pas beaucoup d'effets. Je suis éveillé, mais sans plus. J'ai pas de sensation particulière. J'ai du mal à m'endormir le soir quand je vais me coucher après en rentrant de la soirée. Donc je constate évidemment que je suis éveillé, anormalement éveillé, mais j'ai pas la conscience des effets qui arrivera après peut-être 4 ou 5 prises et où là on commence à consommer pour avoir les effets, des effets qu'on connaît et qu'on commence à rentrer dans une relation avec les effets, justement de se dire, de savoir avant de consommer où on a envie d'aller avec le produit, jusqu'où on a envie d'aller, parce qu'on a besoin, c'est toujours proportionnel à l'état dans lequel on est. Après des années, ça devient une habitude et donc des fois on consomme, même si on n'a pas de raison particulière à l'instant T de consommer. Mais en tout cas, au début, moi, ça s'installe comme ça, dans le besoin de m'évader, de m'échapper, d'atténuer une douleur, de sortir des angoisses et du stress. Alors, je commence à trouver quelque chose d'intéressant pour moi à ce moment-là dans la coke, après peut-être 3, 4, 5 prises. À partir du moment où j'en achète tout seul, où à l'époque, en fait, on partageait les doses, parce que ça coûtait quand même cher. Et donc on se partageait le produit, mais ce qui fait que j'avais quand même une partie du produit pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça voulait dire que je pouvais aller en consommer pendant la soirée tout seul, ou que j'avais que je prenais la décision sur la temporalité, sur la fréquence de consommation. Et c'est là que ça a commencé à accrocher, quoi, parce que c'est une drogue qui, une fois que tu as consommé une fois une ligne, ça appelle la deuxième, la troisième, tu sais pas t'arrêter, quoi. Ça ouvre les vannes dans le cerveau d'un point de vue dopaminergique. Ça fait l'effet d'un feu d'artifice d'un point de vue
d'un point de vue cérébral, des hormones, etc. Et donc, comme ça envoie très très haut en termes de sensations, ça explose dans le cerveau. Après, la redescente, elle est très très rapide, parce que plus ça pète, plus ça redescend vite, et plus tu montes haut, plus ça redescend bas. Et pour éviter ce symptôme de descente, eh ben, on a envie de reconsommer. Et la cocaïne est la pire drogue pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens, en gros, la coke, t'arrêtes d'en prendre quand il n'y en a plus, ou que t'as des obligations. Sinon, tu pourras en prendre des fois pendant 3-4 jours d'affilée. Donc c'est à ce moment-là que c'est quand j'ai eu le produit en poche, quoi. Quand j'ai commencé à en acheter moi-même, que le produit a accroché avec moi, quoi. Oui, lorsque je parle de prise, c'est un rail dans les chiottes, sur la cuvette des chiottes, dans le café, généralement avec une pote ou avec un pote. Les premières années, là où s'installe vraiment l'addiction et la répétition du comportement de consommation, c'est toujours dans un cadre festif, toujours dans des soirées, mais c'était dans un endroit où il y avait plein de bars, plein de cafés, etc. Et il y a vraiment le stéréotype d'aller aux toilettes à deux et d'aller se tirer des lattes à deux, quoi, dans les chiottes des cafés. J'avais 19 ans quand j'ai vraiment... quand j'en ai testé la première fois et que je suis rentré dedans. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours été curieux des choses et que ça m'a jamais fait peur de poser des questions. Dans ce milieu-là, j'ai vite compris qu'il fallait pas en poser trop, mais j'avais quand même assez d'éléments de réponse pour savoir où en trouver et où trouver, c'est paradoxal, mais de la bonne qualité. C'est-à-dire de ne pas acheter ça à des gens dans la rue avec potentiellement des produits de coupe dégueulasses, ce genre de choses. Et dans ma malchance, j'ai eu de la chance à ce moment-là de tomber sur un contact, un père de famille qui était dealer et qui faisait ça, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession et on n'aurait jamais imaginé qu'il vendait de la drogue. Aujourd'hui, il a arrêté, il a déjà arrêté depuis des années. Mais je suis tombé au bon endroit au bon moment pour trouver le bon produit. Et qui dit bon produit dit risque d'addiction accru parce que quand tu as la vraie molécule et que tu as un produit fort et pratiquement pur, ça fait des dégâts, quoi, parce que ça accroche beaucoup plus vite que si tu avais une merde avec, je sais pas moi, des médicaments mais qui n'ont pas d'effet addictif, quoi. Et en opposition, tu peux aussi tomber sur des drogues qui vont être coupées, de la cocaïne qui va être coupée avec d'autres choses très addictives. Mais moi, à l'époque, c'est un produit plutôt pur que je trouve, parce que par chance, j'ai accès à ce réseau-là, qui n'est pas un réseau facile à intégrer. Et du coup, j'ai pendant peut-être un an ou un an et demi, eu un dealer attitré qui me vendait ce produit-là, quoi. Alors, au niveau de l'argent et de la gestion du budget pour consommer une drogue qui coûte relativement cher quand même, qui paradoxalement n'est pas chère parce qu'elle est accessible, si on veut s'acheter 1 gramme à l'heure actuelle, ou en tout cas une boulette qui n'est pas toujours composée d'1 gramme précis, on appelle ça un gramme pesé. On pose toujours la question quand on est consommateur, est-ce que le gramme est pesé ou est-ce que c'est juste une boulette ? Parce qu'évidemment, dans 1 gramme pesé, il y a 1 gramme, et dans une boulette, il peut y avoir 0,7 grammes, 0,6 grammes. Et moi, à l'époque, je l'avais pas très cher du tout, c'était 50 €, et je crois qu'on était autour du gramme pesé pour un produit relativement pur. Donc c'était juste le bon plan, quoi. Genre, avec 1 gramme, au tout début, on le divisait à 2. Et on se partage 25 € chacun. Et moi, je faisais 2 soirées avec 1 demi-gramme, pour moi tout seul. Et alors après peut-être 1 an, là, j'achetais 1 gramme pour moi, pour la soirée. Et ce qui se passe, c'est que, encore une fois, là, ça va crescendo, en fait. Donc au début, les premières... donc au tout début, c'est 1 demi-gramme. On achète 1 gramme, on le divise à 2, donc moi j'ai 1 demi-gramme pour ma soirée. Et puis la prochaine soirée, rebelote, parce que j'en ai plus. Et puis quelques mois, voire une année ou deux plus tard, c'est 1 gramme dans ma poche pour ma soirée.
Et puis, ça m'est arrivé d'acheter 5 grammes à un dealer, quoi. Et ben, comment est-ce que je finançais tout ça? J'étais toujours dans un jeu d'équilibriste. C'est-à-dire que, déjà, comme je le disais, j'ai arrêté l'école à 16 ans, donc j'ai commencé à bosser relativement tôt. J'avais de l'argent de poche plus que... Enfin, c'était de l'argent que je gagnais, c'était pas de l'argent de poche. J'avais plus d'argent que les gens de mon âge parce que je bossais. J'avais pas un salaire plein, mais j'avais quand même de l'argent. J'avais pas de loyer à payer puisque je vivais chez mes parents. Et donc, du coup... je me débrouillais et puis ce qui est beaucoup arrivé, c'est que par exemple les 2-3 premiers week-ends, c'est moi qui avais de la coke et qu'on partageait à mes potes, et puis les week-ends où moi j'avais plus de thunes, c'était mes potes qui me renvoyaient l'ascenseur, quoi. Il y avait pas mal de jeux comme ça, on se renvoie la balle financièrement, et mais aujourd'hui j'ai pas de thunes pour prendre de l'AC, c'est pas grave, c'est ma tournée, donc tu vois, il y avait toujours un espèce de roulement comme ça avec mon entourage. Mais j'étais toujours sur le fil, quoi. J'avais des fois pas de quoi payer mes factures de bagnole, mon assurance. Si j'avais besoin de m'acheter des fringues, je sais pas moi, si j'avais des chaussures qui étaient cassées ou qui étaient abîmées, j'avais plus de thunes pour m'acheter des pompes, quoi. Donc du coup, tu vois, ça se voyait pas trop de l'extérieur, mais je gérais. Mais c'était toujours sur un fil, quoi. Alors au total du budget... j'ai jamais vraiment osé faire le calcul de tout. Je pense que je dois avoir fête, alcool, entrée de soirée et cocaïne compris. Je dois être au moins à 40 000 € sur 6-7 années, quoi, de consommation. Et pour une soirée, ça allait entre 50 et 100 € pour une soirée, quoi. Parce que s'il y avait un gramme, ça m'est déjà arrivé hors boisson, hors cigarette, hors alcool, etc. On va dire qu'une soirée moyenne, on était au minimum à 80 €, entre 80 et 150 € la soirée, quoi. Tout compris. Alors j'en ai pas pris tellement que ça seul. Les 3-4 dernières fois où j'en ai pris avant d'arrêter, ça m'est arrivé chez moi parce que j'étais vraiment au fond du trou et que là j'ai passé... plusieurs fois, 2 à 3 jours, seul chez moi, sans sortir de ma chambre, avec 2 ou 3 bouteilles de whisky à côté du lit pour, contrebalancer un peu les effets excitants. Puis surtout, comme c'est dans mon lit, juste à regarder mon PC, etc., je dépensais pas mon énergie, donc du coup, ça devient compliqué à gérer en termes d'excitation. Mais sinon, non, très rarement. Ça m'est arrivé une fois au travail, mais c'était plutôt... c'était débile, mais c'était plutôt pour le délire de voir ce que ça faisait d'en prendre la journée. Mais j'ai jamais eu plus envie que ça la journée. Moi, c'était vraiment très associé aux soirées, très associé au contexte de l'alcool. Quelques verres pour me lancer en rampe de lancement, pour me décontracter. L'effet anxiolytique de l'alcool qui était sympa au début. Et puis après, tapisser avec de la cocaïne pour aller chercher les effets que je recherchais, quoi. Alors au bout de cette année de prise, moi j'avais plus que des consommateurs autour de moi. Donc ça m'a complètement isolé de personnes qui ont pris des chemins de vie plutôt traditionnels, sans addiction, sans réflexe de sortie automatique tous les week-ends. Des gens plus équilibrés que moi, quoi. Des gens, on va dire, qui sont plus dans un mode de vie traditionnel. Enfin traditionnel, j'aime pas dire normal parce que c'est pas le bon mot, mais voilà, plus équilibré. Et forcément, au fil des années, en ne fréquentant plus que des consommateurs, parce que l'addiction fait que ça devient quelque chose qu'on fait machinalement et dont on n'arrive plus à passer des soirées sans consommateurs parce qu'on les trouve pas fun. Et du coup, on provoque tout le temps les soirées pour trouver des consommateurs. Et donc, à un moment donné, tu comprends bien que sur 6 ou 7 années de temps, les contacts se défont et les liens se défont. Et puis, à un moment donné, surtout quand tu commences à 19 et que tu arrives après à 25 ans, les gens ont fait des études, ils ont leur premier enfant, ils sont installés, ils ont acheté la maison. Donc, ça fait qu'on part sur des chemins complètement différents. Et l'isolement qui est lié à la consommation de cocaïne, il est surtout sur le fait qu'on est tellement déséquilibré personnellement qu'en fait, même les consommateurs avec qui on est, ce ne sont pas des amis, quoi. Ce ne sont pas des gens qui comptent vraiment. On est dans la dépendance aux autres parce qu'ils nous permettent de consommer et d'être dans l'état qu'on recherche
à cause de l'addiction. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Donc ça isole sur ce plan-là, ouais. Alors oui, on prend des risques qu'on ne prendrait pas en temps normal avec un esprit clair lorsqu'on prend de la drogue, parce que ça altère notre capacité de jugement, la prise de décision, les réflexes en bagnole, etc. Donc il y a vraiment, quand tu es sous l'effet de la cocaïne déjà de base et de l'alcool, même les produits séparés, une consommation séparée des produits, alors quand tu as les deux qui sont liés, sur le court terme, tu as des effets qui arrivent, et sur le long terme aussi, tu es moins frais, tu es moins alerte, tu es moins vivace, etc. Et puis comme la seule chose qui compte pour toi à ce moment-là, c'est de consommer, et ben du coup, des fois, tu vas te mettre dans des environnements où tu vas rester avec des personnes qui sont peut-être malveillantes ou malsaines pour toi, parce que ton objectif, c'est de consommer. Et donc, en fait, tes limites n'existent plus. C'est-à-dire que tu étais tellement préoccupé par le produit et par la consommation de la drogue, bah, que en fait, tu es prêt presque à te laisser marcher dessus, ou à te faire maltraiter, ou tu vois, au fait qu'on ne te respecte pas, et tu n'y fais même pas attention, parce que la seule chose pour laquelle tu es là, c'est combler le vide, c'est combler la solitude, t'échapper de tes problèmes et consommer le produit qu'il y a sur l'assiette. Alors, j'ai pas pris de risque surdimensionné au sens propre du terme, si ce n'est déjà la conduite en état d'ivresse et sous stupéfiant. Mais j'ai le souvenir d'une fois d'une soirée à Bruxelles dans un appartement où je fais la fête, je sais pas, depuis le jour avant, et on est en after et il est peut-être 10h du matin. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai pris une drogue, genre une ecstasy ou un truc comme ça, et je savais pas exactement ce que c'était. J'ai pas vraiment fait attention. Et puis à un moment donné, ça monte, mais ouais, beaucoup trop fort, quoi. Et à ce moment-là, je suis en angoisse et je me casse de l'appartement. Parce que l'environnement était toxique, malsain, les gens étaient... Je me rends compte qu'en fait, il faut pas que je reste, quoi, parce que voilà, les gens sont beaucoup trop malsains. Et là, je prends peur, je panique, et je sors et je prends ma bagnole. Donc je me retrouve sur des boulevards dimanche matin à Bruxelles avec du trafic, dans un état de montée catastrophique, quoi. Et j'avais la vue qui commençait à se brouiller. Enfin bref, je suis vraiment dans un état catastrophique. J'ai pas mes chaussures aux pieds parce que je les ai laissées dans l'appartement tellement que je suis parti rapidement. Donc conduire une bagnole à pieds nus quand t'es allumé comme ça, c'est vraiment pas conseillé. C'est dangereux en plus de l'état dans lequel j'étais. Et puis je me gare à un moment donné près du Parc Royal. À l'époque, on pouvait encore se garer là-bas. Et je téléphone tout de suite à mon ex de l'époque. Je lui dis écoute, faut que tu viennes me chercher à Bruxelles parce que voilà dans l'état dans lequel je suis. Et j'ai fini le soir à l'hôpital parce que les effets s'estompaient pas, quoi. Genre 8 heures après, j'étais toujours dans des effets avec des montées qui s'arrêtaient pas, et c'était pas normal et je comprenais rien. Et donc du coup, ça c'est un événement marquant quand même. Ouais. Je ne sais pas si une consommation en amène une autre, dans le sens où je ne sais pas si on a envie de passer de la cocaïne à l'héroïne, ou si on a envie de passer du cannabis à la cocaïne. Je ne sais pas, je pense pas qu'un produit appelle l'autre. L'alcool est un désinhibiteur qui va te faire des choses que tu ferais d'habitude pas en temps normal. Donc de toute façon, tu vas aller draguer la fille que tu n'oserais pas draguer si tu es sobre. Tu vas avoir le bagou et la tchatch que tu n'as pas quand tu n'as pas bu, parce que ça te désinhibe, que ça t'enlève un peu les petites pressions sociales ou les petites pressions que tu as envers toi-même. Forcément, c'est un facteur de risque qui déclenche la consommation d'un produit et qui te fait prendre plus de risques qu'en temps normal, forcément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont fumer toute leur vie de l'herbe et qui vont jamais consommer de produits stupéfiants. Il y a des consommateurs de cocaïne qui vont jamais avoir envie de prendre de l'héroïne. Donc en fait, je pense pas que dans la consommation, une drogue appelle l'autre au sens général du terme. Maintenant, il y a un truc avec l'alcool, c'est ce côté désinhibiteur, et aussi le fait que le mélange entre la molécule d'alcool, l'éthanol et la cocaïne crée du cocaéthylène, et que cette molécule, toxique à souhait pour le cœur et pour le foie,
est une molécule à laquelle on va aussi être addict. Et donc en fait, il est tout à fait possible d'être accro au cocaéthylène, mais de ne pas supporter l'alcool tout seul et de pas supporter la cocaïne tout seul. Et ce qui est le cas de beaucoup de consommateurs. Il y a des consommateurs qui consomment que de l'alcool, d'autres que de la cocaïne sans rien à côté. Mais pourquoi l'alcool est dangereux pour la cocaïne? Parce que c'est souvent une consommation associée. Et donc du coup, quand on veut arrêter, il vaut mieux arrêter de boire de l'alcool parce que l'un appelle l'autre. Moi, dans mon cas, je ne suis pas alcoolique, j'ai jamais eu de dépendance ni physique ni psychologique à l'alcool. Mais la première année, j'ai absolument dû éviter l'alcool parce qu'après 2 bières, j'avais ce craving, Bon les gars, il est temps d'y aller quoi. Donc moi du côté sexuel, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ça m'a jamais empêché quoi que ce soit. J'ai jamais eu de dysfonctionnement, que ce soit sur le court terme, pendant un acte ou même après. Sans en faire la publicité, je dirais que des fois au contraire, il y avait des dimensions supplémentaires à l'acte sexuel lorsque c'était avec une partenaire. Mais par contre, sur les stimulants, on perd les sensations, quoi. On perd la sensibilité qui va mener à l'orgasme. Donc ça, c'est comme si la cocaïne endormait les sensations, ce qu'elle fait au niveau de la douleur, etc. Si tu te blesses sous cocaïne, tu vas moins sentir la douleur en direct, ce qui peut être très dangereux parce que des fois tu peux avoir l'impression que tu n'es pas blessé alors que tu l'es gravement, etc. Et donc sur l'aspect sexuel, ça joue aussi beaucoup. Donc je dirais de base, les stimulants vont réduire la sensibilité, un peu comme l'alcool des fois peut le faire. Si tu as bu un peu trop de bière et que tu rentres, ça fonctionne, mais tu sens pas quoi, tu sens pas les choses. Et donc les drogues ont cet aspect-là aussi. Mais moi j'ai jamais connu de dysfonctionnement à cause de ça, quoi. En fait, à quel moment est-ce que je me dis merde, ça va pas, il faut que j'arrête? Ça se passe pas à un moment précis tout de suite. Le jour où j'arrête, c'est à l'issue d'une soirée où je suis drogué à mon insu et donc ça se passe très mal, je dois m'extirper de l'appartement, etc. Je vis 3-4 heures terrifiantes. Ça, c'est le jour où je me dis, là, c'est fini, ta vie va changer, tu vas plus consommer et tu vas te battre pour changer de direction et enfin prendre ta vie en main, etc. Mais ça faisait déjà 2 ans, en fait, que j'avais conscience que j'avais un problème avec la consommation et que autour de moi, à des amis, ma copine de l'époque, etc., je communiquais en fait ce désir profond d'arrêter de consommer et à la fois des drogues, et à la fois aussi de sortir de ce réflexe de la bière après chaque repas, du vendredi, samedi, toujours avec de l'alcool à table, de sortir tous les week-ends et de consommer dans un état différent tous les week-ends. Ça, je commençais déjà à le manifester 2 ans et demi avant que j'arrête. Et donc en fait, le jour où j'ai eu mon déclic, le jour où ça m'a vraiment mis un coup de marteau qui m'a donné l'envie d'arrêter, il y avait déjà eu une succession d'événements, d'envie d'arrêt, de culpabilité de ne pas arriver à arrêter. Donc le chemin a déjà été long, quoi. Le déclic, il est plutôt... je crois pas qu'on puisse arrêter du jour au lendemain et décider on arrête la drogue. Non, c'est un chemin, c'est un processus. On a l'intentionnalité et puis après, il y a des événements qui vont te donner de plus en plus la force ou l'envie ou la stabilité ou la clarté d'esprit d'arrêter, quoi. Est-ce que j'ai des proches qui se sont rendus compte que j'avais une addiction? Oui et non. Mon père ne l'a jamais su. Il l'a appris quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux. Il a appris tout. Du côté de ma maman, elle m'en a parlé une fois. Mais mon beau-père et ma maman faisaient comme si ça n'existait pas. Mais il le savait très bien. J'ai déjà oublié des sachets ouverts sur la plaque de cuisson en allant dormir. Donc ils l'ont déjà vu, ils le savaient. Ils avaient des gens qui pouvaient leur parler de ma consommation. Parce que moi, je me cachais pas trop. Voilà, j'étais un consommateur de cocaïne. Et puis, si ça vous plaît pas, allez vous faire foutre, tu vois. J'étais pas dans le système de « n'en dis à personne, faut pas que ma meuf le sache ». Non, voilà, je consomme. Et c'est comme ça. Et donc, elle le savait.
Elle m'en a jamais parlé, sauf un jour où elle a voulu me faire mal et elle me l'a mis dans la tronche, quoi. Euh, mais même après ça, on n'en a plus jamais reparlé et on m'a jamais demandé si ça allait pas. Mais mon père, non, il savait pas et ma maman le savait, mais à part une fois où elle s'en est servie contre moi, on m'a jamais posé la question ni abordé le sujet. Alors, en ce qui concerne le passage à l'action, à partir du jour après cette fameuse soirée qui est un peu déclic traumatisante pour moi, je me dis, ok, situation d'urgence. Quels sont les feux à éteindre en premier? Premier truc, c'est couper les ponts avec tout l'entourage qui pourrait m'amener à consommer. Remettre de l'ordre dans ma vie. Les fréquentations, les amis que j'avais, etc. Tout ce qui n'était pas équilibré. Donc il y a couper les ponts pour ne plus être au contact de consommateurs et puis couper les ponts avec les personnes qui sont toxiques pour moi. Ça c'est le truc, situation d'urgence, voilà, couper ça pour déjà retirer une première source d'instabilité et un premier risque de consommation. Et donc à l'époque j'étais quelqu'un d'assez populaire, j'organisais des soirées, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. J'avais un compte Facebook peut-être avec 3000 amis, 3500 amis. Je suis redescendu une première fois à 1000 et là aujourd'hui j'en suis à 500. Tu vois, donc ça, c'est pour montrer à quel point j'ai dû dégrossir le truc, ouais, j'ai dû nettoyer, des fois de manière un peu radicale, mais c'était nécessaire. Et puis, deuxième truc qui moi m'a été indispensable, c'est le sport. C'est 30 minutes de vélo le matin, 30 minutes de vélo le soir. Pour avoir non seulement une libération de dopamine, le sport ça libère de l'endorphine, de la dopamine, ce sont toutes des hormones naturelles qui font du bien, qui permettent de gérer l'anxiété qui te ramène dans un état de stabilité, etc. Donc c'est bénéfique quelle que soit la situation. Et là ça me permettait d'avoir une occupation le soir et le matin. Et en plus de ça, j'adorais ça. Et ce que je faisais, c'est que pour maintenir mon abstinence et ne pas ressortir, et à ce moment-là j'avais arrêté la clope aussi, je me fixais un objectif le samedi ou le dimanche d'aller rouler beaucoup de kilomètres à vélo. Et donc en fait, comme c'était quelque chose que j'aimais bien et qui comptait pour moi, et qu'en plus de ça, mon corps se développait et que je me sentais de mieux en mieux physiquement, je me disais, c'était une bonne raison de ne pas sortir et de ne pas craquer. Parce que si je fumais une clope pendant la semaine, ou bien si je sortais et que j'allais boire des bières, non seulement j'avais le risque de consommer, mais en plus je ne pourrais jamais rouler autant de kilomètres à vélo le samedi ou le dimanche. Cette phase-là, avec la routine sportive, elle dure 1 an. Alors, j'ai été assez épargné par les problèmes de santé. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui a vraiment été déclaré comme problème de santé majeur lié à cette consommation. Ceci dit, ça a légèrement usé mes dents. J'ai de la chance d'avoir une très bonne génétique à ce niveau-là et donc de proportionnellement à ce que j'ai consommé, de ne pas avoir les répercussions que d'autres personnes auraient pu avoir. Je respire moins bien du nez, j'ai une inflammation permanente, j'ai moins d'espace dans les naseaux, mais c'est pas un problème vital, enfin je veux dire c'est pas quelque chose de conséquent, mais j'ai eu le nez bouché en permanence pendant des années quoi, parce que j'avais toujours des crasses dans le nez ou mon nez qui se réparait ou qui cherchait à se régénérer, et donc j'ai toujours eu un inconfort avec la respiration que j'ai toujours aujourd'hui. À un moment donné j'irai chez le médecin pour voir ce qu'on peut faire, mais c'est pas handicapant. Et par contre le truc, j'avais beaucoup maigri et j'avais un teint blanc gris quoi. Quand on prend de la coke sur le long terme, on n'a plus de couleur. Le sang circule mal, comme on manque de sommeil, on est tout le temps pas bien, ça se voit sur le teint quoi. Ça se voit très facilement. Désolé pour ceux à qui je viens de trahir un secret, mais le teint blanc, le teint gris et l'irritabilité. C'est pas un problème de santé physique, mais t'es pas capable de gérer les problèmes de manière normale, tu vas avoir des impulsions, tu vas
Ouais, c'est ça, ça t'empêche d'avoir un équilibre émotionnel qui peut t'amener dans des situations compliquées et des réactions que tu n'aurais peut-être pas eues en temps normal, c'est-à-dire surréagir ou être super émotif à un instant T, ne plus avoir de patience, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup sur l'aspect émotionnel que moi j'avais des conséquences à l'époque. Et la dernière petite chose, j'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance, c'est de l'intuition, je dirais pas de preuve médicale, mais je pense que ça a légèrement affecté ma mémoire. Je pense que ça va de pair aussi avec l'âge, le fait qu'entre 18 et 30 ans, la plasticité du cerveau n'est plus la même, puisque le cerveau s'atrophie avec l'âge, ce qui est totalement normal. Mais je pense qu'en termes de mémoire de long terme, j'ai perdu l'accroche que je pouvais avoir avant. Je ne sais pas si c'est possible de le prouver qu'il y a une conséquence directe avec la consommation de cocaïne. En tout cas, si c'était avéré, bah, ça fait partie des conséquences potentielles d'une consommation répétée de cocaïne. Alors, est-ce qu'on peut parler de sobriété lorsqu'on arrête la cocaïne? J'en ai absolument aucune idée. Pour moi, le concept de sobriété, pour moi, c'est l'abstinence. L'abstinence est très liée à l'addiction en elle-même. C'est-à-dire que pour moi, pour ce produit-là, parce que c'est pas pareil sur tous les produits, mais l'abstinence est obligatoire. Tu peux pas te dire bon, je vais quand même consommer une fois de temps en temps et je vais arriver à sortir de l'addiction. Ça n'existe pas pour la cocaïne. La sobriété, là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est que la cocaïne c'est fini. Finito, et j'en prendrai plus et je veux plus en prendre. Ce qui a aussi changé dans ma vie, c'est que je n'ai plus ce besoin viscéral de me défoncer. Les raisons pour lesquelles je me défonçais à l'époque, je les connais, j'ai travaillé dessus. Je suis stable par rapport à cela. Mais pour autant, je ne m'interdis pas la consommation de drogue que je pouvais prendre même avant. Je ne vais pas donner trop d'exemples parce que je ne voudrais pas non plus passer pour un exemple sur la consommation. Savoir que ces produits-là sont illégaux, donc c'est quand même bien de le rappeler. Mais si je suis à un festival ou que je suis à une soirée précise, je vais dire, c'est rare, mais si ça doit arriver, ça arrive avec une réduction des risques, avec une intention de consommer et avec une prise de décision. C'est-à-dire que si j'ai envie de consommer, je consomme. Si j'ai pas envie et que je juge que c'est pas le bon moment pour moi, eh ben je consomme pas. Et c'est là que je sais que je suis sorti de l'addiction. C'est parce que à l'époque, il y avait consommation, peu importe ce qui allait passer, et il fallait que je sois dans un état différent. Et un jour, je pense que je toucherai plus jamais aux drogues. Aujourd'hui, ça arrive encore 4 ou 5 fois par an. Parce que j'y trouve encore quelque chose qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, en étant stable et équilibré, les descentes et les lendemains font très mal. Donc du coup, tout ça fait que j'en ai de moins en moins besoin, j'en ai plus besoin, mais j'en ai de moins en moins envie, et que ça colle de moins en moins avec mon mode de vie, quoi. Alors, est-ce que je me suis posé la question de mettre en place une détox pour assainir mes organes ou ce genre de choses? Non, pas réellement, parce que pour moi, le sport et avoir une alimentation équilibrée, faire attention à moi, c'était largement suffisant, quoi. Alors, est-ce que je me suis fait accompagner par quelqu'un, médecin ou sur le plan psychologique pour sortir de l'addiction? Non, parce que j'ai pas eu le choix. Donc j'ai fait tout par intuition, parce que je pensais qu'était le mieux pour moi à ce moment-là. Mais ceci dit, avec le recul, je me rends compte que ça aurait été un atout non négligeable pour m'aider à sortir de l'addiction. C'est-à-dire que j'ai souffert beaucoup plus que n'importe qui parce que j'avais pas de soutien, parce que j'avais pas de conseils, parce que j'étais pas informé sur les moments de merde que j'allais passer, les envies, les risques de rechute, etc. Donc j'ai pas eu ce soutien médical, mais je pense, et je suis même convaincu qu'il est indispensable. Moi j'ai eu de la chance de m'en sortir solo. J'avais des prédispositions à tomber dans l'addiction, j'en avais probablement à sortir de l'addiction, mais ça a été un jeu d'équilibriste, quoi.
de par ma propre expérience, mélangée également avec les choses que j'ai apprises, avec les formations que j'ai suivies, les personnes que je rencontre, l'accompagnement moi, que je conseillerais aux personnes qui veulent sortir de l'addiction à la cocaïne, c'est un accompagnement pluridisciplinaire. C'est-à-dire d'avoir à la fois la partie médecine qui va être généralement concentrée chez un psychiatre, qui va avoir la partie médecine, mais aussi et surtout la partie cérébrale, et la dimension psychologique, parce qu'on a tendance à pas le savoir lorsqu'on ne connaît pas le sujet des addictions ou qu'on n'est pas dedans. Mais l'addiction, elle prend ses sources et ses racines dans un terrain émotionnel. Et ces prédispositions-là, si on ne comprend pas pourquoi on a envie de consommer, pourquoi on a des émotions qui nous poussent vers la consommation, en fait, il faut aller trouver l'utilité du produit et qu'est-ce que la consommation nous apporte. L'addiction, c'est une adaptation naturelle à une situation donnée. C'est à travers une consommation d'un produit ou d'une action de comportement, c'est d'une certaine manière trouver du plaisir ou s'échapper de la réalité pour continuer à rester dans une sorte d'équilibre qui nous empêche de plonger. Et c'est la conséquence de long terme des consommations du comportement qui devient problématique pour la santé, sur le plan social, etc. Sur la cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique. C'est-à-dire que contrairement à l'alcool, contrairement à la nicotine, contrairement aux médicaments, je pense aux benzodiazépines, tu ne développes pas de dépendance physique. La dépendance est psychologique. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile de s'en sortir, mais ceci dit, il y a ce petit avantage, c'est que il y a un chantier. Sur les autres drogues, il faut passer un sevrage physique et puis le sevrage psychologique, de comprendre pourquoi on consommait. Et en travaillant la partie psychologique, l'objectif c'est d'aller mieux sur la partie psychologique pour ne plus avoir besoin de replonger dedans. Donc mon conseil, ça serait de surtout pas négliger l'aspect psychologique et de trouver une personne avec qui on se sent en confiance pour pouvoir parler de choses des fois dont on n'a jamais parlé à personne et de s'autoriser à extérioriser ces choses-là. Je sais qu'on ne nous apprend pas à parler de nos émotions, surtout quand on est un mec, on doit rester fort, la tête sur les épaules et on n'a pas vraiment le droit de flancher. Je pense que ça a conduit pas mal de mecs dans l'addiction par exemple. Et les nanas, ça va être par exemple, fais pas de bruit et fais bien les choses. Ne sois pas trop toi-même parce qu'il faut que tu rentres dans le cadre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui conduit dans les addictions. Ça peut être un facteur de risque, le fait de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre parce qu'on n'a pas l'autorisation ou la capacité d'extérioriser nos émotions. Donc l'accompagnement thérapeutique et trouver un espace de confiance et un cadre dans lequel on a le droit de s'exprimer, je pense que c'est déjà une très grosse partie du travail. Et puis après, s'il y a lieu d'être suivi médicalement parce qu'il y en a besoin, parce qu'il y a d'autres addictions associées, parce qu'il y a d'autres drogues à arrêter en même temps que la cocaïne, et là c'est la partie psychiatrie. Et puis, ce que moi j'ai pas fait, c'est les groupes de parole, où ça peut être très utile de sentir qu'on n'est pas seul, quoi. Et d'avoir par exemple des exemples de rétablissement ou des exemples d'autres personnes qui sont passées par là. Et donc, la médecine et les bonnes pratiques aujourd'hui, c'est psychologue, thérapie, médecin, psychiatre et groupe de parole qui ont de très très bons résultats pour la majorité des gens. Donc c'est, comme je le disais, pluridisciplinaire et c'est vraiment important de trouver l'accompagnement qui convient le mieux à la personne parce que ça va avoir un rôle déterminant aussi dans la sortie de l'addiction. Alors mon processus de sortie de l'addiction a duré, je dirais qu'à partir du moment où je suis arrivé au Vietnam, ça a déjà changé les choses parce que donc ça a duré peut-être 8 mois, 1 an, mais au Vietnam, la cocaïne n'était pas accessible. Donc du coup, que j'en cherche ou que j'en cherche pas, j'avais pas le choix. Et en fait, à partir du moment où tu sais que t'as pas accès au produit, tu penses plus quoi. Donc j'en parle comme si j'avais claqué des doigts, mais ça n'a pas été aussi simple que ça. Mais ça m'a bien aidé d'être dans un pays où la consommation et la vente de drogue est punie
de la peine de mort, passible de peine de mort. Donc ça, tu vois, ça arrivait au bon moment, 8 mois après l'arrêt de la consommation, de renforcer cette abstinence par, de toute façon ici, normalement, après si on cherche bien, je crois que même au pôle Nord on peut en trouver, malheureusement, mais ouais, c'est ça, 1 an je dirais, avant de me dire, ok, j'ai passé un stade. Après, il m'a fallu, il y a 1 an, quand je suis rentré de mon voyage, je me suis dit, bon, c'est bien, c'est derrière moi, c'est fait, c'est passé. Donc tu peux aller revoir des gens qui consomment, etc. et aller faire la fête normale, et je vais gérer, je vais boire de l'alcool, tout va bien. Et sauf que ça a raté, puisque sur l'espace de l'été passé, j'ai consommé 3 ou 4 fois de la cocaïne. Et c'est là que j'ai compris. J'en ai consommé 3-4 fois sur l'espace de plusieurs semaines, dans le cadre de festivals et de soirées et compagnie. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là tout le travail que j'avais fait, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais ok, c'est paradoxal, mais c'est en reconsommant 3 ans après, sur l'espace de quelques semaines, de manière très rapprochée, que je me dis, en fait, t'en es sorti, mec. Parce que tu consommes par habitude, tu consommes parce que tu connais le produit, tu consommes parce que t'es entouré de ces personnes-là, mais en réalité, t'en as plus envie, t'as plus besoin de te défoncer. T'as plus ce truc que t'avais avant, tu vois, fin de la semaine d'après, je me dis pas, bon, où est-ce que je vais en trouver, qui est-ce que j'appelle, etc. Et c'est là que je me dis, putain, mais en fait, c'est fini, quoi. Genre, tu vois, j'avais pas conscientisé ça. Et c'est en reconsommant, et en étant mal les lendemains, vraiment comme un chien pendant 2-3 jours, à passer 24 heures dans mon lit après la prise et tout, que je me dis, mais trop bien, c'est fini. Et à partir de ce moment-là, il y a une deuxième chose qui a changé, c'est que j'étais plus dans « ok, je maintiens mon abstinence et je me bats ». Non, c'est l'addiction est finie. Et maintenant, je me retrouve, ça devient rare, mais je me retrouve des fois dans des soirées où il y en a devant moi, j'en ai devant moi. Là, c'est clair, net et précis, c'est fini. J'en ai plus envie, ça me fait des petits frissons quand je vois ça sur une assiette pas loin de moi. Après, je me torture pas non plus, je passe pas la soirée le nez au-dessus d'une assiette. Mais ouais, c'est fini, quoi. Là, ça fait 4 ans que je suis sorti de l'addiction. Ça fait 4 ans que je suis sorti de l'addiction à la cocaïne et... c'est trop bien. Ah oui, il y a une part de chance sur certains événements. Il y a une part d'instinct et d'intuition sur d'autres. Et puis il y a des prédispositions. J'ai un intérêt assez prononcé pour la psychologie, pour le fonctionnement des émotions, pour la manière dont le cerveau fonctionne. Donc quand je suis sorti de l'addiction, j'ai eu besoin de comprendre ce qui se passait et ce qu'un psychologue ou un psychiatre m'aurait expliqué en consultation, je suis allé chercher moi-même. Et dans la vie, c'est comme en management ou comme dans toute résolution de problème, lorsque tu veux résoudre un problème, il faut connaître les données de l'équation. À partir du moment où tu connais les données de l'équation, c'est plus facile d'essayer de trouver la solution. Et en fait, moi, je me suis rendu compte seulement après coup, rétrospectivement, que toutes ces choses qu'on aurait pu mettre en place dans une thérapie ou dans un accompagnement, je suis allé un peu les construire moi-même. Et est-ce que j'ai eu de la chance que ça m'arrive ? Probablement. J'avais des prédispositions à tomber dans l'addiction, j'en avais aussi à en sortir. Et ça, oui, il y a probablement un facteur chance. Ça me rend pas à l'aise d'en parler parce que je pense toujours à ceux qui n'ont pas ce facteur chance-là et qui se battent pour sortir de l'addiction et qui galèrent et qui trouvent pas la source. Donc, je suis heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Mais des fois, ça me met un peu, même beaucoup mal à l'aise par rapport à des personnes qui, sur le plan spécifique de la chance, je parle pas de l'addiction, je parle pas de gagner au loto ou de gagner de l'argent, je parle vraiment de se sortir et d'être en meilleure santé après. J'ai beaucoup de gratitude pour mon parcours et ce qu'on pourrait qualifier de chanceux, mais j'oublie pas toutes les personnes à qui la chance n'arrive pas, parce que dans l'addiction, des parcours comme le mien, il y en a moins que de ceux qui s'en sortent pas, quoi. Si sortir de l'addiction m'a rendu beaucoup plus fort, carrément. Carrément, en fait, je partais de loin, moi. Je partais pas de stabilité émotionnelle, je partais d'angoisse, je partais de peur, je partais de dépendance affective, je parlais de quelqu'un de détruit, pour donner les mots, t'es
termes, j'étais complètement détruit. J'étais une loque. Je ressemblais pas à grand chose et j'avais des compétences et des capacités, mais j'avais pas du tout le coffre ni le corps pour pouvoir les développer ou les mettre en avant. Et l'addiction, elle t'oblige à regarder la merde en face, droit dans les yeux, tu vois. Et d'une certaine manière, et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que t'es obligé d'aller t'asseoir à une table et de regarder tes démons et de te battre avec, quoi. Et puis après, faut descendre dans l'arène et il faut aller les défoncer. C'est ça la sortie de l'addiction pour moi. C'est pour ça que la partie psychologique de l'accompagnement est importante. Et c'est pour ça que je pense que les gens rechutent. Parce que c'est compliqué de passer à travers 25 années d'emprise familiale, de passer à travers la violence psychologique qu'on a subie, des fois physique, etc. Le fait de ne pas savoir qui on est. Ce sont des choses... c'est plus facile de vivre dans le déni par rapport à tout ça. Et donc je pense que la plupart des gens qui rechutent, c'est parce que c'est compliqué de trouver le bon cadre, le bon alignement, la bonne personne pour aller traiter tout ça. Et d'avoir aussi les idées assez claires pour que le cerveau puisse travailler tout ça et digérer les traumatismes. Et donc forcément que ça te rend plus fort. Genre forcément que ça te rend plus fort. Et moi je le vois avec tout le travail que j'ai fait. Je le sens aujourd'hui. Je le sens aujourd'hui, j'ai de l'ambition pour mes projets, comme quelqu'un qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu, même plus même. Genre, même à l'inverse. Genre, il n'y a plus grand chose qui me fait peur aujourd'hui. J'ai plus peur de ne pas être aimé, j'ai plus peur de dire ce que je pense, de faire ce que je veux dans ma vie, de prendre les choix que j'ai envie de prendre. J'ai plus cette pression-là, tu vois, que je vois chez 80% des gens que je rencontre, qui ne sont pas passés par l'addiction. Et donc ça m'a apporté des trucs positifs au-delà de juste sortir de l'addiction. Ça m'a envoyé beaucoup plus haut que ce que j'aurais dû aller si j'avais pas eu de problème, je pense. Moi, si j'avais... Je suis mal mis pour parler comme ça, mais... si j'avais une chose à dire à des personnes qui ont vécu soit des problématiques familiales, soit de l'addiction, c'est un peu l'aspect de combat, en fait, de jamais rien lâcher. Hein. Ça peut paraître bateau, hein, même moi, à l'époque, quand je pouvais écouter des conseils ou ce genre de choses, de me dire ouais, ok, on sait qu'il faut jamais rien lâcher dans la vie, mais spécialement sur des problématiques aussi dures, dont c'est compliqué de se défaire, moi, ça m'a beaucoup aidé de me répéter tous les jours et sans cesse t'inquiète, ça va aller, quoi. Même si c'était la grosse galère sur le côté familial ou sur le côté arrêt de la coke, bah voilà, je me répétais sans cesse que bon, aujourd'hui c'est la merde, mais demain ça ira mieux. Et 4 ans plus tard, en effet, ça va mieux. Donc je pense pas que ce soit une phrase magique, mais ce que je voudrais dire, c'est battez-vous, quoi. Battez-vous, parce que même si à l'instant T et à ce moment-ci, t'as l'impression que ça ira jamais, en fait c'est pas le cas. Il y a moyen d'aller mieux, il y a moyen de trouver une issue positive à toutes ces années-là. Et voilà, faut pas lâcher. Si je devais retenir un seul mot qui représenterait mon parcours, je dirais c'est la vie, quoi. Ouais, je dirais ouais, c'est la vie.